Théophile Gautier, Ménagerie intime. Chapitre 1. Temps anciens. On a souvent fait notre caricature. Habillé à la turque, accroupi sur des coussins, entouré de chats, dont la familiarité ne craint pas de nous monter sur les épaules et même sur la tête. La caricature n'est que l'exagération de la vérité. Et nous devons avouer que nous avons eu de tout temps, pour les chats en particulier, et pour les animaux en général, une tendresse de brahmane ou de vieille fille. Le grand Byron traînait toujours après lui une ménagerie, même en voyage, et il fit élever un tombeau avec une épitaphe en vers de sa composition dans le parc de l'abbaye de Newstead à son fidèle Terre-Neuve, Boswine. On ne saurait nous accuser d'imitation pour ce goût, car il se manifeste chez nous à un âge où nous ne connaissions pas encore notre alphabet. Comme un homme d'esprit prépare en ce moment une histoire des animaux de lettres, nous écrivons ces notes dans lesquelles il pourra puiser, en ce qui concerne nos bêtes, des documents certains. Notre plus ancien souvenir de ce genre remonte à notre arrivée de Tarbes à Paris. Nous avions alors 3 ans, ce qui rend difficile à croire l'assertion de messieurs de Mirecourt et Vapreau, prétendant que nous avons fait d'assez mauvaises études dans notre ville natale. Une nostalgie dont on ne se croirait pas un enfant capable s'empara de nous. Nous ne parlions que patois et ceux qui s'exprimaient en français n'étaient pas des nôtres. Au milieu de la nuit, nous nous éveillions en demandant si on n'allait pas bientôt partir et retourner au pays. Aucune friandise ne nous tentait, aucun joujou ne nous amusait. Les tambours et les trompettes ne pouvaient rien sur notre mélancolie. Au nombre des objets et des êtres regrettés figurait un chien nommé Cagnotte, qu'on avait pu amener. Cette absence nous rendait si tristes qu'un matin, après avoir jeté par la fenêtre nos soldats de plomb, notre village allemand aux maisons peinturlurées et notre violon du rouge le plus vif, nous allions suivre le même chemin pour retrouver plus vite Tarbes, les Cascons et Cagnotte. On ne rattrapa à temps, par la Jaquette et Joséphine, notre bonne, eut l'idée de nous dire que Cagnotte, s'ennuyant de ne pas nous voir, arriverait le jour même par la diligence. Les enfants acceptent la vraisemblable avec une foi naïve. Rien ne leur paraît impossible, mais il ne faut pas les tromper, car rien ne dérange l'opiniâtreté de leur idée fixe. De quart d'heure en quart d'heure, nous demandions si Cagnotte n'était pas venu enfin. Pour nous calmer, Joséphine acheta sur le Pont-Neuf un petit chien qui ressemblait un peu au chien de Tarbes. Nous hésitions à le reconnaître, mais on nous dit que le voyage changeait beaucoup les chiens. Cette explication nous satisfit et le chien du Pont-Neuf fut admis comme un Cagnotte authentique. Il était fort doux, fort aimable, fort gentil. Il nous léchait les joues et même sa langue ne dédaignait pas de s'allonger jusqu'aux tartines de beurre qu'on nous taillait pour notre goûter. Nous vivions dans la meilleure intelligence. Cependant, peu à peu, le faux Cagnotte devint triste, gêné, empêtré dans ses mouvements. Il ne se couchait plus en rond qu'avec peine, perdait toute sa joyeuse agilité, avait la respiration courte, ne mangeait plus. Un jour, en le caressant, nous sentîmes une couture sur son ventre fortement tendu et ballonné. Nous appelâmes notre bonne, elle vint, prit des ciseaux, coupa le fil, et Cagnotte, dépouillé d'une espèce de paletot en peau d'agneau frisé dont les marchands du Pont-Neuf l'avaient revêtu pour lui donner l'apparence d'un caniche, se révéla dans toute sa misère et sa laideur de chien des rues, sans race ni valeur. Il avait grossi et ce vêtement étriqué l'étouffait.
Débarrassé de cette carapace, il secoua les oreilles, étira ses membres, et se mit à gambader joyeusement par la chambre, s'inquiétant peu d'être laid, pourvu qu'il fût à son aise. L'appétit lui revint, et il compensa par des qualités morales son absence de beauté. Dans la société de Cagnotte, qui était un vrai enfant de Paris, nous perdîmes peu à peu le souvenir de Tarbes et des hautes montagnes qu'on apercevait de notre fenêtre. Nous apprîmes le français et nous devînmes, nous aussi, un vrai Parisien. Qu'on ne croit pas que ce soit là une histoire riette inventée à plaisir pour amuser le lecteur. Le fait est rigoureusement exact et montre que les marchands de chiens de ce temps-là étaient aussi rusés que des maquignons pour parer leur sujet et tromper le bourgeois. Après la mort de Cagnotte, notre goût se porta vers les chats, comme plus sédentaires et plus amis du foyer. Nous n'entreprendrons pas leur histoire détaillée. Des dynasties de félins, aussi nombreuses que les dynasties des rois égyptiens, se succédèrent dans notre logis. Des accidents, des fuites, des morts les emportèrent les uns après les autres. Tous furent aimés et regrettés. Mais la vie est faite d'oubli et la mémoire des chats s'efface comme celle des hommes. Cela est triste que l'existence de ces humbles amis, de ces frères inférieurs, ne soit pas proportionnée à celle de leur maître. Après avoir mentionné une vieille chatte grise qui prenait parti pour nous contre nos parents et mordait les jambes de notre mère lorsqu'elle nous grondait ou faisait mine de nous corriger, nous arrivons à Childebrand, un chat de l'époque romantique. On devine à ce nom l'envie secrète de contrecarrer Boileau, que nous n'aimions pas alors et avec qui nous avons fait depuis la paix. Nicolas ne dit-il point « Oh, le plaisant projet d'un poète ignorant, qui dans tant de héros va choisir Childebrand !» Il nous semblait qu'il ne fallait pas être si ignorant que cela pour aller choisir un héros que personne ne connaissait. Childebrand nous paraissait d'ailleurs un nom très chevelu, très mérovingien, on ne peut plus Moyen-Âge et gothique et fort préférable à un nom grec. Agamemnon, Achille, Idoménée, Ulysse ou tout autre. Telles étaient les mœurs du temps, parmi la jeunesse du moins, car jamais, pour nous servir de l'expression employée dans la notice des fresques extérieures de Karl Bach à la Pinothèque de Munich, jamais l'hydre du perruquinisme ne dressa tête plus hérissée. Et les classiques, sans doute, appelaient leur chat Hector, Ajax ou Patrocle. Childebrand était un magnifique chat de gouttière à poils ras, fauve et rayé de noir, comme le pantalon de Saltabile dans Le Roi s'amuse. Il avait, avec ses grands yeux verts coupés en amandes et ses bandes régulières de velours, un faux air de tigre qui nous plaisait. Les chats sont les tigres des pauvres diables, avons-nous écrit quelque part. Childebrand eut cet honneur de tenir une place dans nos vers, toujours pour taquiner Boileau. Puis je te décrirai ce tableau de Rembrandt, qui me fait tant plaisir, et mon chat Childebrand, sur mes genoux posés selon son habitude, levant sur moi la tête avec inquiétude, suivra les mouvements de mon doigt qui dans l'air esquisse mon récit pour le rendre plus clair. Childebrand vient là fournir une bonne rime à Rembrandt, car cette pièce est une espèce de profession de foi romantique à un ami mort depuis, et alors aussi enthousiaste que nous de Victor Hugo, de Sainte-Beuve et d'Alfred de Musset. Comme Don Ruy Gomez de Silva faisait à Don Carlos impatienter la nomenclature de ses aïeux à partir de Don Silvius, qui fut 3 fois consul de Rome, nous serons forcés de dire à propos de ce chat, j'en passe et des meilleurs, et nous arriverons à Madame Théophile.
Oh, une chatte rousse à poitrail blanc, à nez rose et à prunelles bleues, ainsi nommée parce qu'elle vivait avec nous dans une intimité tout à fait conjugale, dormant sur le pied de notre lit, rêvant sur le bras de notre fauteuil, pendant que nous écrivions, et descendant au jardin pour nous suivre dans nos promenades, assistant à nos repas et interceptant parfois le morceau que nous portions de notre assiette à notre bouche. Un jour, un de nos amis partant pour quelque temps nous confia un perroquet pour en avoir soin tant que durerait son absence. L'oiseau, se sentant dépaysé, était monté à l'aide de son bec jusqu'au haut de son perchoir et roulait autour de lui d'un air passablement effaré, ses yeux semblables à des clous de fauteuil en fronçant les membranes blanches qui lui servaient de paupières. Madame Théophile n'avait jamais vu de perroquet, et cet animal, nouveau pour elle, lui causait une surprise évidente. Aussi immobile qu'un chat embaumé d'Égypte dans son lacis de bandelettes, elle regardait l'oiseau avec un air de méditation profonde, rassemblant toutes les notions d'histoire naturelle qu'elle avait pu recueillir sur les toits, dans la cour et le jardin. L'ombre de ses pensées passait par ses prunelles changeantes, et nous pûmes y lire, ce résumé de son examen, « Décidément, c'est un poulet vert ». Ce résultat acquis, la chatte sauta à bas de la table où elle avait établi son observatoire et alla se raser dans un coin de la chambre, le ventre à terre, les coudes sortir, la tête basse, le ressort de l'échine tendu, comme la panthère noire du tableau de Jérôme, guettant les gazelles qui vont se désaltérer au lac. Le perroquet suivait les mouvements de la chatte avec une inquiétude fébrile. Il hérissait ses plumes, faisait bruire sa chaîne, levait une de ses pattes en agitant les doigts et repassait son bec sur le bord de la mangeoire. Son instinct lui révélait un ennemi méditant quelque mauvais coup. Quant aux yeux de la chatte, fixés sur l'oiseau avec une intensité fascinatrice, il disait, dans un langage que le perroquet entendait fort bien et qui n'avait rien d'ambigu, « Quoique vert, ce poulet doit être bon à manger. » Nous suivions cette scène avec intérêt, prêts à intervenir quand besoin serait. Madame Théophile s'était insensiblement rapprochée. Son nez rose frémissait, elle fermait à demi les yeux, sortait et remuait ses griffes contractiles. De petits frissons lui couraient sur l'échine, comme un gourmet qui va se mettre à table devant une poularde truffée. Elle se délectait à l'idée du repas succulent et rare qu'elle allait faire. Ce mets exotique chatouillait sa sensualité. Et tout à coup, son dos s'arrondit comme un arc comptant, et d'un bond d'une vigueur élastique, la fit tomber juste sur le perchoir. Le perroquet, voyant le péril, d'une voix de basse grave et profonde, comme celle de M. Joseph Prudhomme, cria soudain « As-tu déjeuné, Jacot ?» Cette phrase causa une indicible épouvante à la chatte, qui fit un saut en arrière. Une fanfare de trompette, une pile de vaisselle se brisant à terre, un coup de pistolet tiré à ses oreilles, n'eussent pas causé à l'animal félin une plus vertigineuse terreur. Toutes ses idées ornithologiques étaient renversées. « Et de quoi ? Du rôti du roi » continua le perroquet. La physionomie de la chatte exprima clairement « Mais c'est pas un oiseau, c'est un monsieur, il parle. » « Et quand j'ai bu du vin clairet, tout tourne au cabaret » chanta l'oiseau avec des éclats de voix assourdissants, car il avait compris que l'effroi causé par sa parole était son meilleur moyen de défense. La chatte nous jeta un coup d'œil plein d'interrogations, et notre réponse ne la satisfaisant pas, elle alla se blottir sous le lit, d'où il fut impossible de la faire sortir de la journée.
Les gens qui n'ont pas l'habitude de vivre avec les bêtes et qui ne voient en elles comme des cartes que de pures machines, croiront sans doute que nous prêtons des intentions aux volatiles et aux quadrupèdes. Non, nous n'avons fait que traduire fidèlement leurs idées en langage humain. Le lendemain, Madame Théophile, un peu rassurée, essaya une nouvelle tentative, repoussée de même. Elle se le tint pour dit, acceptant l'oiseau pour un homme. Cette délicate et charmante bête adorait les parfums. Le patchouli, le vétiver des cachemires la jetaient dans des extases. Elle avait aussi le goût de la musique. Grimpée sur une pile de partitions, elle écoutait fort attentivement et avec des signes visibles de plaisir les cantatrices qui venaient s'asseoir au piano du critique. Mais les notes aiguës la rendaient nerveuse, et au là d'en haut, elle n'en manquait jamais de fermer avec sa patte la bouche de la chanteuse. C'est une expérience qu'on s'amusait à faire et qui ne manquait jamais. Il était impossible de tromper sur la note cette chatte dilettante. Chapitre 2 Dynastie blanche. Arrivons à des époques plus modernes. D'un char apporté de la Havane par mademoiselle Aïta de la Penuela, jeune artiste espagnole dont les études d'Angora blanc ont orné et ornent encore les devantures des marchands d'estampes, tout vint un petit chat, mignon au possible, qui ressemblait à ces houppes de cygne qu'on trempe dans la poudre de riz. À cause de sa blancheur immaculée, il reçut le nom de Pierrot, qui, lorsqu'il fut devenu grand, s'allongea en celui de Don Pierrot de Navarre, infiniment plus majestueux et qui sentait la grandesse. Don Pierrot, comme tous les animaux dont on s'occupe et que l'on gâte, devint d'une amabilité charmante. Il participait à la vie de la maison avec ce bonheur que les chats trouvent dans l'intimité du foyer. Assis à sa place habituelle, tout près du feu, il avait vraiment l'air de comprendre les conversations et de s'y intéresser. Il suivait des yeux les interlocuteurs, poussant de temps à autre de petits cris, comme s'il voulut faire des objections, et donnait lui aussi son avis sur la littérature, sujet ordinaire des entretiens. Il aimait beaucoup les livres et quand il en trouvait un ouvert sur une table, il se couchait dessus, regardait attentivement la page et tournait les feuilles avec ses griffes, puis il finissait par s'endormir comme s'il eût en effet lu un roman à la mode. Dès que nous prenions la plume, il sautait sur notre pupitre et regardait d'un air d'attention profonde le bec de fer semé de pattes de bouche, le champ de papier, faisant un mouvement de tête à chaque retour de ligne. Et quelquefois il essayait de prendre part à notre travail et tâchait de nous retirer la plume de la main, sans doute pour écrire à son tour, car c'était un chat esthétique, comme le chat Moore d'Hoffmann, et nous le soupçonnions d'avoir griffonné des mémoires la nuit dans quelques gouttières à la lueur de ses prunelles phosphoriques. Malheureusement, ces élucubrations sont perdues. Don Pierrot de Navarre ne se couchait pas que nous fussions rentrés. Il nous attendait au-dedans de la porte, et dès notre premier pas dans l'antichambre, il se frottait à nos jambes en faisant le gros dos avec un ronron amical et joyeux. Puis il se mettait à marcher devant nous, nous précédant comme un page, et pour peu que nous l'en eussions prié, il nous eût tenu le bougeoir. Il nous conduisait ainsi à la chambre à coucher, attendait que nous fussions déshabillés, puis il sautait sur notre lit, nous prenait le col entre ses pattes, nous poussait le nez avec le sien, nous léchait de sa petite langue rose, âpre comme une lime, en poussant de petits cris inarticulés, exprimant de la façon la plus claire sa satisfaction de nous revoir.
Puis quand ses tendresses s'étaient calmées et l'heure du sommeil venue, il se perchait sur le dossier de la couchette et dormait là, en équilibre, comme un oiseau sur la branche. Et dès que nous étions éveillés, il venait s'allonger près de nous jusqu'à l'heure de notre lever. Minuit était l'heure que nous ne devions pas dépasser pour entrer à la maison. Oh, Pierrot avait là-dessus des idées de concierge. Dans ce temps-là, nous avions formé entre amis une petite réunion du soir qui s'appelait la Société des Quatre Chandelles. Le luminaire du lieu étant composé en effet de 4 chandelles fichées dans des flambeaux d'argent et pincées aux 4 coins de la table. Quelquefois, la conversation s'animait tellement qu'il nous arrivait d'oublier l'heure au risque, comme Cendrillon, de voir notre carotte changer en écorce de potiron et notre cocher en maître rat. Pierrot nous attendit 2 ou 3 fois jusqu'à 2 heures du matin, mais à la longue, notre conduite lui déplut, et il alla se coucher sans nous. Cette protestation muette contre notre innocent désordre nous toucha, et nous revînmes désormais régulièrement à minuit. Mais Pierrot nous tint longtemps rancune. Il voulut voir si ce n'était pas un faux repentir, mais quand il fut convaincu de la sincérité de notre conversion, il daigna nous rendre ses bonnes grâces et reprit son poste nocturne dans l'antichambre. Conquérir l'amitié d'un chat est chose difficile. C'est une bête philosophique, rangée, tranquille, tenant à ses habitudes, amie de l'ordre et de la propreté, et qui ne place pas ses affections à l'étourdie. Il veut bien être votre ami si vous en êtes digne, mais non pas votre esclave. Dans sa tendresse, il garde son libre arbitre, et il ne fera pas pour vous ce qu'il juge déraisonnable. Mais une fois qu'il s'est donné à vous, quelle confiance absolue, quelle fidélité d'affection. Il se fait le compagnon de vos heures de solitude, de mélancolie et de travail. Il reste des soirées entières sur votre genou, filant son rouet, heureux d'être avec vous, et délaissant la compagnie des animaux de son espèce. En vain des miaulements retentissent sur le toit, en l'appelant à une de ces soirées de chat où le thé est remplacé par du jus de hareng-sort. Il ne se laisse pas tenter et prolonge avec vous sa veillée. Si vous le posez à terre, il regrimpe bien vite à sa place avec une sorte de roucoulement qui est comme un doux reproche. Quelquefois, posé devant vous, il vous regarde avec des yeux si fondus, si moelleux, si caressants et si humains qu'on en est presque effrayé, car il est impossible de supposer que la pensée en soit absente. Don Pierrot de Navarre eut une compagne de même race et non moins blanche que lui. Tout ce que nous avons entassé de comparaisons neigeuses dans la symphonie en blanc majeur ne suffirait pas à donner une idée de ce pelage immatriculé qui eût fait paraître jaune la fourrure de l'hermine. On la nomma Séraphita, en mémoire du roman swedenborgien de Balzac. Jamais l'héroïne de cette légende merveilleuse, lorsqu'elle escaladait avec Minna les cimes couvertes de neige du Falberg, ne rayonna d'une blancheur plus pure. Séraphita avait un caractère rêveur et contemplatif. Elle restait de longues heures immobile sur un coussin, ne dormant pas, et suivant des yeux, avec une intensité extrême d'attention, des spectacles invisibles pour les simples mortels. Les caresses lui étaient agréables, mais elle les rendait à manière très réservée, et seulement à des gens qu'elle favorisait de son estime, difficilement accordée. Le luxe lui plaisait, et c'était toujours sur le fauteuil le plus frais, sur le morceau d'étoffe le plus propre à faire ressortir son duvet de cygne, qu'on était sûr de la trouver. Sa toilette lui prenait un temps énorme. Sa fourrure était lissée soigneusement tous les matins.
Elle se débarbouillait avec sa patte et chaque poule de sa toison, grossée avec sa langue rose, reluisait comme de l'argent neuf. Quand on la touchait, elle effaçait tout de suite les traces du contact, ne pouvant souffrir d'être ébouriffée. Son élégance, sa distinction, éveillaient une idée d'aristocratie, et dans sa race elle était au moins duchesse. Elle raffolait des parfums, plongeait son nez dans les bouquets, mordillait avec de petits spasmes de plaisir les mouchoirs imprégnés d'odeur, se promenait sur la toilette parmi les flacons d'essence, flairant les bouchons, et si on l'eût laissé faire, elle se fût volontiers mis de la poudre de riz. Telle était Séraphita, et jamais chatte ne justifia mieux un nom plus poétique. À peu près vers cette époque, deux de ces prétendus matelots qui vendent des couvertures bariolées, des mouchoirs en fibre d'ananas et autres denrées exotiques, passèrent par notre rue de Longchamp. Ils avaient dans une petite cage 2 rats blancs de Norvège avec des yeux roses les plus jolis du monde. En ce temps-là, nous avions le goût des animaux blancs, et jusqu'à notre poulailler était peuplé de poules exclusivement blanches. Nous achetâmes les 2 rats, et on leur construisit une grande cage avec des escaliers intérieurs menant aux différents étages, des mangeoires, des chambres à coucher, des trapèzes pour la gymnastique. Ils étaient là, certes plus à l'aise et plus heureux que le rat de La Fontaine dans son fromage de Hollande. Ces gentilles bêtes dont on a, nous ne savons pourquoi, une horreur puérile, s'apprivoisèrent bientôt de la façon la plus étonnante, lorsqu'elles furent certaines qu'on ne leur voulait point de mal. Elles se laissaient caresser comme des chats, et vous prenant le doigt entre leurs petites mains roses d'une délicatesse idéale, vous léchaient amicalement. On les lâchait ordinairement à la fin des repas. Elles vous montaient sur les bras, sur les épaules, sur la tête, entraient et ressortaient par les manches des robes de chambre et des vestons, avec une adresse et une agilité singulières. Tous ces exercices, exécutés très gracieusement, avaient pour but d'obtenir la permission de fourrager les restes du dessert. On les posait alors sur la table, et en un clin d'œil, le rat et la rate avaient déménagé les noix, les noisettes, les raisins secs et les morceaux de sucre. Rien n'était plus amusant à voir que leur air empressé et furtif, et que leur mine attrapée quand ils arrivaient au bord de la nappe, mais on leur tendait une planchette aboutissant à leur cage, et ils emmagasinaient leurs richesses dans leur garde-manger. Le couple se multiplia rapidement, et de nombreuses familles d'une égale blancheur descendirent et montèrent les petites échelles de la cage. Nous nous vîmes donc à la tête d'une trentaine de rats, tellement privés que, lorsqu'il faisait froid, ils se fourraient dans nos poches pour avoir chaud et s'y tenaient tranquilles. Quelquefois, nous faisions ouvrir les portes de cette ratapolis, et montant au dernier étage de notre maison, nous faisions entendre un petit sifflement bien connu de nos élèves. Alors les rats, qui franchissent difficilement des marches d'escalier, se hissaient par un balustre, empoignaient la rampe, et se suivant à la file avec un équilibre acrobatique, gravissaient ce chemin étroit que parfois les écoliers descendent à califourchon, et venaient nous retrouver en poussant de petits cris et en manifestant la joie la plus vive. Maintenant, il faut avouer un béotisme de notre part, à force d'entendre dire que la queue des rats ressemblait à un ver rouge et déparait la riche gentillesse de l'animal, nous choisîmes une de nos jeunes bestioles et nous lui coupâmes avec une pelle rouge cet appendice tant critiqué. Le petit rat supporta très bien l'opération, se développa heureusement et devint un maître rat à moustache, mais, quoique allégé du prolongement caudal, il était bien moins agile que ses camarades.
Il ne se risquait à la gymnastique qu'avec prudence et tombait souvent. Dans les ascensions le long de la rampe, il était toujours le dernier. Il avait l'air de tâter la corde comme un danseur sans balancier. Nous comprîmes alors de quelle utilité la queue était aux rats. Elle leur sert à se tenir en équilibre lorsqu'ils courent le long des corniches et des saillies étroites. Ils la portent à droite ou à gauche pour se faire contrepoids alors qu'ils penchent d'un côté ou d'un autre. De là ce perpétuel frétillement qui semble sans cause. Mais quand on observe attentivement la nature, on voit qu'elle ne fait rien de superflu et qu'il faut mettre beaucoup de réserve à la corriger. Vous vous demandez sans doute comment des chats et des rats, espèces si antipathiques et dont l'une sert de proie à l'autre, pouvaient vivre ensemble. Bien, ils s'accordaient le mieux du monde. Les chats faisaient pattes de velours aux rats, qui avaient déposé toute méfiance. Jamais il n'y eut perfidie de la part des félins, et les rongeurs n'eurent pas à regretter un seul de leurs camarades. Don Pierrot de Navarre avait pour eux l'amitié la plus tendre. Il se couchait près de leur cage et les regardait jouer des heures entières. Et quand par hasard la porte de la chambre était fermée, il grattait et miaulait doucement pour se faire ouvrir et rejoindre ses petits amis blancs qui souvent venaient dormir tout près de lui. Séraphita, plus dédaigneuse et à qui l'odeur des rats trop fortement musqués ne plaisait pas, ne prenait point part à leur jeu. Mais elle ne leur faisait jamais de mal et les laissait tranquillement passer devant elle sans allonger sa griffe. La fin de ces rats fut singulière. Un jour d'été lourd, orageux, où le thermomètre était près d'atteindre les 40 degrés du Sénégal, on avait placé leur cage dans le jardin, sous une tonnelle festonnée de vignes, car ils semblaient souffrir beaucoup de la chaleur. La tempête éclata avec éclairs, pluie, tonnerre et rafales. Les grands peupliers du bord de la rivière se courbaient comme des joncs. Et armés d'un parapluie que le vent retournait, nous nous préparions à aller chercher nos rats, lorsqu'un éclair éblouissant, qui semblait ouvrir les profondeurs du ciel, nous arrêta sur la première marche qui descend de la terrasse au parterre. Un coup de foudre épouvantable, plus fort que la détonation de 100 pièces d'artillerie, suivit l'éclair presque instantanément, et la commotion fut si violente que nous fûmes à demi renversés. L'orage se calma un peu après cette terrible explosion, mais ayant gagné la tonnelle, nous trouvâmes les 32 rats, les pattes en l'air, foudroyés du même coup. Les fils de fer de leur cage avaient sans doute attiré et conduit le fluide électrique. Ainsi moururent, tous ensemble, comme ils avaient vécu, les 32 rats de Norvège, mort enviable, rarement accordée par le destin. Chapitre 3 Dynastie noire. Don Pierrot de Navarre, comme originaire de la Havane, avait besoin d'une température de serre chaude. Cette température, il la trouvait au logis, mais autour de l'habitation s'étendaient de vastes jardins, séparés par des claires-voies capables de donner passage à un chat, et plantés de grands arbres où pépillaient, gazouillaient, chantaient des essaims d'oiseaux. Et parfois Pierrot, profitant d'une porte ouverte, sortait le soir en se mettant en chasse, courant à travers le gazon et les fleurs humides de rosée. Il lui fallait attendre le jour pour entrer, car bien qu'il vînt miauler sous les fenêtres, son appel n'éveillait pas toujours les dormeurs de la maison. Il avait la poitrine délicate et prit une nuit plus froid que les autres, un rhume qui dégénéra bientôt en phtisie. Le pauvre Pierrot, au bout d'une année de tout, était devenu maigre et flanqué. Son poil, d'une blancheur autrefois si soyeuse, rappelait le blanc mat du linceul.
Ses grands yeux transparents avaient pris une importance énorme dans ton masque diminué. Son nez rose avait pâli, et il s'en allait, à pas lents, le long du mur où donnait le soleil, d'un air mélancolique, regardant les feuilles jaunes de l'automne s'enlever en spirale dans un tourbillon. On eût dit qu'il récitait l'élégie de 1000 voix. Rien de plus touchant qu'un animal malade. Il subit la souffrance avec une résignation si douce et si triste. On fit tout ce qu'on put pour sauver Pierrot. Il eut un médecin très habile qui l'auscultait et lui tâtait le pouls. Il ordonna à Pierrot le lait d'ânesse que la pauvre bête buvait assez volontiers dans sa petite soucoupe de porcelaine. Il restait des heures entières allongé sur notre genou, comme l'ombre d'un sphinx. Nous sentions son échine comme un chapelet sous nos doigts, et il essayait de répondre à nos caresses par un faible ronron, semblable à un râle. Le jour de son agonie, il haletait, couché sur le flanc. Il se redressa dans un suprême effort. Il vint à nous et, ouvrant des prunelles dilatées, il nous jeta un regard qui demandait secours avec une supplication intense. Ce regard semblait dire « Allô, sauve-moi, toi qui es un homme !» Puis il fit quelques pas en vacillant, les yeux déjà vitrés, et il retomba en poussant un hurlement si lamentable, si désespéré, si plein d'angoisse, que nous en restâmes pénétrés d'une muette horreur. Il fut enterré au fond du jardin sous un rosier blanc qui désigne encore la place de sa tombe. Séraphita mourut 2 ou 3 ans après d'une angine gouaneuse que les secours de l'art furent impuissants à combattre. Elle repose non loin de Pierrot, avec elle s'éteignit la dynastie blanche, mais non pas la famille. De ce couple blanc comme neige étaient nés 3 chats noirs comme de l'encre. Explique qui voudra ce mystère. C'était alors la grande vogue des Misérables de Victor Hugo. On ne parlait que du nouveau chef-d'œuvre. Le nom des héros du roman voltigeait sur toutes les bouches. Les 2 petits chats mâles furent appelés Enjolras et Gavroche, et la chatte reçut le nom d'Éponine. Leur jeune âge fut plein de gentillesse, et on les dressa comme des chiens à rapporter un papier chiffonné en boule qu'on leur lançait au loin. On arriva à jeter la boule sur des corniches d'armoire, à la cacher derrière des caisses au fond de longs vases, où ils la reprenaient très adroitement avec leurs pattes. Quand ils eurent atteint l'âge adulte, ils dédaignèrent ces jeux frivoles et rentrèrent dans le calme philosophique et rêveur qui est le vrai tempérament des chats. Pour les gens qui débarquent en Amérique dans une colonie à esclaves, tous les nègres sont des nègres et ne se distinguent pas les uns des autres. De même, aux yeux indifférents, 3 chats noirs sont 3 chats noirs. Mais des regards observateurs ne s'y trompent pas. Les physionomies des animaux diffèrent autant entre elles que celles des hommes, et nous savions très bien distinguer à qui appartenaient ces museaux, noirs comme le masque d'Arlequin, éclairés par les disques d'émeraude à reflets d'or. Enjolras, de beaucoup le plus beau des 3, se faisait remarquer par une large tête léonine à bajoux bien fournis de poils, de fortes épaules, un râble long et une queue superbe, épanouie comme un plumeau. Il avait quelque chose de théâtral et d'emphatique, et il semblait poser comme un acteur qu'on admire. Ses mouvements étaient lents, onduleux et pleins de majesté. On eût dit qu'il marchait sur une console encombrée de cornets de Chine et de verres de Venise, tant il choisissait avec circonspection la place de ses pas. Quant à son caractère, il était peu stoïque, et il montrait pour la nourriture un penchant qu'eût réprouvé son patron.
Enjolras, le sobre et pur jeune homme, lui dit sans doute, comme l'ange à Swedenborg, tu manges trop. On favorisa cette gloutonnerie amusante comme celle des singes gastronomes, et Enjolras atteignit une taille et un poids rares chez les félins domestiques. On eut l'idée de le raser à la façon des caniches, pour compléter sa physionomie de lion. On lui laissa la crinière et une longue floche de poils au bout de la queue. Nous ne jurerions pas qu'on ne lui eût même dessiné sur les cuisses des favoris en côtelettes, comme en portrait Munito. Accoutré ainsi, il ressemblait, il faut l'avouer, bien moins à un lion de l'Atlas ou du Cap qu'à une chimère japonaise. Jamais fantaisie plus extravagante ne fut taillée dans le corps d'un animal vivant. Son poil, rasé de près, laissait transparaître la peau, prenait des tons bleuâtres les plus bizarres du monde, et contrastait étrangement avec le noir de sa crinière. Gavroche était un chat à expression futée et narquoise, comme s'il eût tenu à rappeler son homonyme du roman. Plus petit qu'Enjolras, il avait une agilité brusque et comique, et remplaçait les calembours et l'argot du gamin de Paris par des sauts de carpe, des cabrioles et des postures bouffonnes. Nous devons avouer que, vu ses goûts populaires, Gavroche saisissait au vol l'occasion de quitter le salon et d'aller faire, dans la cour et même dans la rue, avec des chats errants, de naissance quelconque et de sang peu prouvé, des parties d'un goût douteux, où il oubliait complètement sa dignité de chat de la Havane, fils de l'illustre Don Pierrot de Navarre, grand d'Espagne de première classe, et de la marquise Donia Serafita, aux manières aristocratiques et dédaigneuses. Quelquefois, il amenait à son assiette de pâté, pour leur faire fête, des camarades éthiques à anatomiser par la famine, n'ayant que le poil sur les os qu'il avait ramassé dans ses vagabondages et ses écoles buissonnières, car il était bon prince. Les pauvres airs, les oreilles couchées, la queue entre les jambes, le regard de côté, craignant d'être interrompus dans leur franche-lippée par le balai d'une chambrière, avalaient les morceaux doubles, triples et quadruples. Et comme le fameux chien Siete Aguas, cette eau des posadas espagnoles, rendait l'assiette aussi propre que si elle avait été lavée et écurée par une ménagère hollandaise ayant servi de modèle à Mieris et à Gerardo. En voyant les compagnons de Gavroche, cette phrase qui illustre un dessin de Gavardi nous revenait naturellement en mémoire. Ils sont jolis, les habits dont vous êtes susceptibles d'aller avec. Mais cela ne prouvait que le bon cœur de Gavroche, qui aurait pu tout manger à lui seul. La chatte, qui portait le nom de l'intéressante Éponine, avait des formes plus sveltes et plus délicates que ses frères. Son museau un peu allongé, ses yeux légèrement obliqués à la chinoise et d'un vert pareil à celui des yeux de Pallas Athénée, à laquelle Homère donne invariablement l'épithète glaucopis, son nez d'un noir velouté ayant le grain d'une fine truffe de Périgord, ses moustaches d'une mobilité perpétuelle, lui composaient un masque d'une expression toute particulière. Son poil, d'un noir superbe, frémissait toujours et se moirait d'ombres changeantes. Jamais bête ne fut plus sensible, plus nerveuse, plus électrique. Quand on lui passait 2 ou 3 fois la main sur le dos, dans l'obscurité, des étincelles bleues jaillissaient de sa fourrure en pétillant. Éponine s'attacha particulièrement à nous, comme l'Éponine du roman à Marius. Mais, moins préoccupés de Cosette que ce beau jeune homme, nous acceptâmes la passion de cette chatte tendre et dévouée, qui est encore la compagne assidue de nos travaux et l'agrément de notre ermitage aux confins de la banlieue. Elle accourt au coup de sonnette, accueille les visiteurs, les conduit au salon,
les fait asseoir, leur parle, oui, oui, leur parle, avec des ramages, des murmures de petits cris, qui ne ressemblent pas au langage que les chats emploient entre eux, et simulent la parole articulée des hommes. Que dit-elle? Elle dit, de la manière la plus intelligible, ne vous impatientez pas, regardez les tableaux, ou causez avec moi, si je vous amuse. Monsieur va descendre. À notre entrée, elle se retire discrètement sur un fauteuil ou sur l'angle du piano et écoute la conversation sans s'y mêler, comme un animal de bon goût et qui sait son monde. La gentille Éponine a donné tant de preuves d'intelligence, de bon caractère et de sociabilité qu'elle a été élevée d'un commun accord à la dignité de personne, car une raison supérieure à l'instinct la gouverne évidemment. Cette dignité lui confère le droit de manger à table comme une personne, et non dans un coin à terre sur une soucoupe comme une bête. Éponine a donc sa chaise à côté de nous au déjeuner et au dîner. Mais vu sa taille, on lui a concédé de poser sur le bord de la table ses deux pattes de devant. Elle a son couvert, sans fourchette ni cuillère, mais avec son verre. Elle suit tout le dîner plat par plat, depuis la soupe jusqu'au dessert, attendant son tour d'être servie, et se comportant avec une décence et une sagesse qu'on souhaiterait à beaucoup d'enfants. Au premier tintement de cloche, elle arrive, et quand on entre dans la salle à manger, on la trouve déjà à son poste, debout sur sa chaise et les pattes appuyées au rebord de la nappe, qui vous présente son petit front à baiser, comme une demoiselle bien élevée et d'une politesse affectueuse envers les parents et les gens âgés. On trouve des pailles au diamant, des taches au soleil, des ombres légères à la perfection même. Éponine, il faut l'avouer, a un goût passionné pour le poisson. Ce goût lui est commun avec tous les chats. Contrairement au proverbe latin Catus amat pisces set non vult tingere plantas, le chat aime les poissons, mais ne veut pas toucher aux plantes, elle tremperait volontiers sa patte dans l'eau pour en retirer une ablette, un carpillon ou une truite. Le poisson lui cause une espèce de délire, et comme les enfants qu'enivre l'espoir du dessert, quelquefois elle rechigne à manger sa soupe, quand les notes préalables qu'elle a prises à la cuisine lui font savoir que la marée est arrivée et que Vatel n'a aucune raison de se passer son épée à travers le corps. Alors on ne la sort pas et on lui dit d'un air froid « Mademoiselle, une personne qui n'a pas faim pour la soupe ne doit pas avoir faim pour le poisson. » Et le plat lui passe impitoyablement sous le nez. Bien convaincue que la chose est sérieuse, la gourmande Éponine avale son potage en toute hâte, lèche la dernière goutte de bouillon, nettoie la moindre miette de pain ou de pâte d'Italie, puis elle se retourne vers nous et nous regarde d'un air fier, comme quelqu'un qui est désormais sans reproche ayant accompli consciencieusement son devoir. On lui délivre sa part, qu'elle expédie avec les signes d'une satisfaction extrême, puis ayant tâté de tous les plats, elle termine en buvant le tiers d'un verre d'eau. Quand nous avons quelques personnes à dîner, Éponine, sans avoir vu les convives, sait qu'il y aura du monde ce soir-là. Elle regarde à sa place, et s'il y a près de son assiette couteau, cuillère et fourchette, elle décampe aussitôt et va se poser sur un tabouret de piano, qui est son refuge en ces occasions. Ceux qui refusent le raisonnement aux bêtes expliqueront, s'ils le peuvent, ce petit fait si simple en apparence, et qui renferme tout un monde d'inductions. De la présence près de son couvert de ces ustensiles que l'homme seul peut employer, la chatte observatrice et judicieuse déduit qu'il faut céder ce jour-là sa place à un convive, et elle se hâte de le faire. Jamais elle ne se trompe. Seulement, quand l'hôte lui est familier, elle grimpe sur les genoux du survenant
et tâche d'attraper quelques bons lopins par sa grâce et ses caresses. Mais en voilà assez, il ne faut pas ennuyer ses lecteurs. Les histoires de chats sont moins sympathiques que les histoires de chiens, mais cependant nous croyons devoir raconter la fin d'Enjolras et de Gavroche. Il y a dans le rudiment une règle ainsi conçue. Soit eum perdidit ambitio, on peut dire d'Enjolras, soit eum perdidit pigneditudo. Son embonpoint fut la cause de sa perte. Il fut tué par d'imbéciles amateurs de civet, mais ces meurtriers périrent dans l'année de la façon la plus malheureuse. La mort d'un chat noir, bête éminemment cabalistique, est toujours vengée. Gavroche, pris d'un frénétique amour de liberté, ou plutôt d'un vertige soudain, sauta un jour par la fenêtre, traversa la rue, franchit la palissade du parc Saint-James qui fait face à notre maison, et disparut. Quelques recherches qu'on ait faites, on n'a jamais pu en avoir de nouvelles. Une ombre mystérieuse plane sur sa destinée. Il reste donc de la dynastie noire qu'Éponine, toujours fidèle à son maître, est devenue tout à fait une chatte de lettres. Elle a pour compagnon un magnifique chat angora d'une robe argentée et grise qui rappelle la porcelaine chinoise truitée, nommé Zizi, dit trop beau pour rien faire. Cette belle bête vit dans une sorte de Kiev contemplatif, comme un Thériaki pendant sa période d'ivresse. On songe, en le voyant, aux extases de M. Schrez. Zizi est passionné pour la musique. Non content d'en écouter, il en fait lui-même. Quelquefois, pendant la nuit, lorsque tout dort, une mélodie étrange, fantastique, qu'envieraient les Chrysler et les musiciens de l'avenir, éclate dans le silence. C'est Zizi qui se promène sur le clavier du piano, resté ouvert, étonné et ravi d'entendre les touches chanter sous ses pas. Il serait injuste de ne pas rattacher à cette bande Cléopâtre, fille d'Éponine, charmante bête que son caractère timide empêche de se produire dans le monde. Elle est d'un noir fauve comme Mumia, la velue compagne d'Attakrol, et ses yeux verts ressemblent à deux énormes pierres d'aigue marine. Elle se tient habituellement sur trois pattes, la quatrième repliée en l'air, comme un lion classique qui aurait perdu sa boule de marbre. Telle est la chronique de la dynastie noire. Enjolras, Gavroche, Éponine nous rappellent les créations d'un maître aimé. Seulement, lorsque nous relisons Les Misérables, il nous semble que les principaux rôles du roman sont remplis par des chats noirs, ce qui pour nous n'en diminue nullement l'intérêt. Chapitre 4. Côté des chiens. On nous a souvent accusés de ne pas aimer les chiens. C'est là une imputation qui au premier abord n'a pas l'air bien grave, mais dont nous tenons cependant à nous justifier, car elle implique une certaine défaveur. Ceux qui préfèrent les chats passent aux yeux de beaucoup de gens pour faux, voluptueux et cruels, tandis que les amis des chiens sont présumés avoir un caractère franc, loyal, ouvert, doué enfin de toutes les qualités qu'on attribue à la jante canine. Oh, nous ne contestons nullement le mérite de Médor, de Turc, de Miro et autres aimables bêtes, et nous sommes prêts à reconnaître la vérité de l'axiome formulé par Charlet: ce qu'il y a de mieux dans l'homme, c'est le chien. Nous en avons possédé plusieurs, nous en avons encore, et si les dépréciateurs venaient à la maison, ils seraient accueillis par les aboiements grêles et furieux d'un bichon de la Havane et d'un lévrier qui leur mordraient peut-être les jambes. Mais notre affection pour les chiens est mélangée d'un sentiment de peur. Ces excellentes bêtes, si bonnes, si fidèles, si dévouées, si aimantes, peuvent à un moment donné avoir la rage,
et elles deviennent alors plus dangereuses que la vipère trigonocéphale, l'aspic, le serpent à sonnette et le cobra capello. Et cela nous modère un peu dans nos épanchements. Nous trouvons aussi les chiens un peu inquiétants. Ils ont des regards si profonds, si intenses. Ils se posent devant vous avec un air si interrogateur qu'ils vous embarrassent. Goethe n'aimait pas ce regard qui semble vouloir s'assimiler l'âme de l'homme. Il chassait l'animal en lui disant « Oh, tu as beau faire, tu n'avaleras pas ma monade !» Le pharamond de notre dynastie canine se nommait Luther. C'est un grand épagnol blanc, moucheté de roux, bien coiffé d'oreilles brunes, chien d'art éperdu, qui après avoir longtemps cherché des maîtres s'était acclimaté chez nos parents, demeurant alors à Passy. Faute de perdrix, il s'était adonné à la chasse aux rats, où il réussissait comme un terrier d'Écosse. Nous habitions alors une chambrette dans cette impasse du Doyenné, disparue aujourd'hui, où Gérard de Nerval, Arsène Housset et Camille Rogier formaient le centre d'une petite bohème pittoresque et littéraire, dont la vie excentrique a été trop bien contée ailleurs pour qu'il soit besoin d'y revenir. On était là, en plein carrousel, aussi libre, aussi solitaire que dans une île déserte de l'Océanie, à l'ombre du Louvre, parmi les blocs de pierre et les orties, près d'une vieille église en ruine dont la voûte effondrée prenait au clair de lune un aspect romantique. Luther, avec qui nous avions des relations les plus amicales, nous voyant définitivement sortir du nid paternel, s'était tracé le devoir de venir nous visiter chaque matin. Il partait de Passy, quelque temps qu'il fît, il suivait le quai de Billy, le cours La Reine, et arrivait vers les 8 heures au moment de notre réveil. Il grattait à la porte, on lui ouvrait, il se précipitait vers nous avec un jappement joyeux, posait les pattes sur mes genoux, recevait les caresses que sa belle conduite méritait d'un air modeste et simple, faisait le tour de la chambre comme s'il passait son inspection, puis il repartait. De retour à Passy, il se présentait devant notre mère, frétillait de la queue, poussait quelques petits abois, et disait aussi clairement que s'il eût parlé « Oh, je l'ai vu le jeune maître, sois tranquille, il va bien ». Ayant ainsi rendu compte à qui de droit de la mission qu'il s'était imposée, il lapait la moitié d'un bol d'eau, mangeait sa pâtée et s'allongeait sur le tapis, près du fauteuil de maman, pour lequel il avait une affection particulière, et par 1 heure ou 2 de sommeil se reposait de la longue course qu'il venait de faire. Ceux qui disent que les bêtes ne pensent pas et sont incapables d'enchaîner 2 idées, comment expliqueront-ils cette visite matinale qui maintenait les relations de la famille et donnait au nid des nouvelles de l'oiseau récemment échappé? Le pauvre Luther finit malheureusement. Il devint taciturne, morose, et un beau matin, il se sauva de la maison, se sentant atteint de la rage et ne voulant pas mordre les autres. Il prit la fuite, et tout nous porte à croire qu'il fut abattu comme hydrophobe, car on ne le revit jamais. Après un interrègne assez considérable, un nouveau chien fut installé à la maison. Il s'appelait Zamor. C'était une espèce d'épagnole de race fort mêlée, de petite taille, noire de pelage, excepté quelques taches couleur feu au-dessus des sourcils et quelques tons fauves sous le ventre. En somme, physique insignifiant et plutôt laid que beau. Mais au moral, c'était un chien singulier. Il avait pour les femmes le dédain le plus absolu, ne leur obéissait pas, refusait de les suivre, et jamais ni notre mère ni nos sœurs ne parvinrent à en obtenir le moindre signe d'amitié ou de déférence. Il acceptait d'un air digne les soins et les bons morceaux, mais ne remerciait pas. Pour elle, aucun jappement, aucun tambourinage de queue sur le parquet,
aucune de ces caresses dont les chiens sont prodigues. Impassible, il restait accroupi dans une pose de sphinx, comme un personnage grave qui ne veut pas se mêler des conversations d'êtres frivoles. Le maître qu'il s'était choisi était notre père, chez qui il reconnaissait l'autorité de chef de famille, d'homme mûr et sérieux. Mais c'était une tendresse austère et stoïque, qui ne se traduisait pas par des folâtreries, des badinages et des coups de langue. Seulement, il avait toujours les yeux fixés sur son maître, tournait la tête à tous ses mouvements et le suivait partout, le nez au talon, sans se permettre la moindre escapade, le moindre salut aux camarades qui passaient. Notre cher et regretté père était un grand pécheur devant le Seigneur, et il prit plus de barbillons que Nemrod n'attrapa d'antilope. Avec lui, on ne pouvait dire, certes, que la ligne était un instrument commençant par un asticot et finissant par un imbécile, car il avait beaucoup d'esprit, ce qui n'empêchait pas de remplir chaque jour son panier de poissons. Zamor l'accompagnait à la pêche, et pendant de longues séances nocturnes, qu'exige la capture des pièces d'importance, qui ne mordent qu'à la ligne de fond, il se tenait au bord extrême de l'eau, dont il semblait vouloir sonder la noire profondeur pour y suivre la proie. Quoique souvent il dressât l'oreille à ces mille bruits vagues et lointains, qui la nuit se dégagent du silence le plus profond, il n'aboyait pas, ayant compris que le mutisme est la qualité indispensable d'un chien de pêcheur. Phébé avait beau lever à l'horizon son front d'albâtre réfléchi par le miroir sombre de la rivière, Zamor ne hurlait pas à la lune, et cependant ses usulations prolongées sont un grand plaisir pour les animaux de son espèce. Seulement, quand le grelot de la lune tintait, il regardait son maître et se permettait un court abois, sachant que la proie était prise, et il paraissait s'intéresser beaucoup aux manœuvres nécessaires pour amener sur le bord d'un barbillon de 3 ou 4 livres. Qui se serait douté que sous cet extérieur calme, détaché, philosophique, dédaigneux de toute frivolité, couvait une passion impérieuse et bizarre, insoupçonnable, et formant le plus complet écart avec le caractère apparent, physique et moral de cette bête si sérieuse qu'elle en était presque triste. Et quoi, allez-vous dire que cet honnête Zamor avait des vices cachés, il était voleur? Non. Libertin? Non. Il aimait les cerises à l'eau de vie? Non. Il mordait? Nullement. Non, Zamor avait la passion de la danse. C'était un artiste éperdu de chorégraphie. Sa vocation lui fut révélée de la façon suivante. Un jour parut sur la place de Passy un âne grisâtre à l'échine pelée, aux oreilles énervées, une de ces malheureuses bourriques de saltimbanque que Descamps et Fouquet savaient si bien peindre. 2 paniers en équilibre sur le chapelet écorché de son échine contenaient une troupe de chiens savants déguisés en marquis, en troubadours, en turcs, en bergères des Alpes ou en reines de Golconde, selon le sexe. L'impresario mit les chiens par terre, fit claquer son fouet, et tous les acteurs quittèrent subitement la ligne horizontale pour la ligne perpendiculaire, se transformant de quadrupède en bipède. Le fifre et le tambourin se mirent à jouer, et le ballet commença. Zamor, qui flânait gravement par là, s'arrêta émerveillé du spectacle. Ces chiens, habillés de couleurs voyantes, galonnés de clinquants sur toutes les coutures, un chapeau à plumet ou un turban sur la tête, se mouvant en cadence sur des rythmes étonnants, avec une vague apparence de personnes humaines, lui semblaient des êtres surnaturels. Ses pas si bien enchaînés, ses glissements, ses pirouettes, le ravirent, mais ne le découragèrent pas. Comme qu'aurais-je à la vue d'un tableau de Raphaël, il s'écria en son langage canin
Moi aussi, je suis peintre, anch'io son pittore. Et saisi d'une noble émulation, quand la troupe passa devant lui, formant la queue de loup, il se dressa, en titubant un peu sur ses pattes de derrière, et voulut s'y joindre au grand divertissement de l'assemblée. L'impresario prit assez mal la chose, détacha un grand coup de fouet sur les reins de Zamore, qui fut chassé du cercle, comme on mettrait à la porte du théâtre un spectateur qui, pendant la représentation, s'aviserait de monter sur la scène et de se mêler au ballet. Cette humiliation publique ne découragea pas la vocation de Zamore. Il rentra, la queue basse et l'air rêveur, à la maison. Toute la journée, il fut plus concentré, plus taciturne, plus morose. Mais la nuit, nos sœurs furent réveillées par un petit bruit d'une nature inexplicable qui venait d'une chambre voisine de la leur, qu'on n'habitait pas et où on couchait ordinairement Zamore sur un vieux fauteuil. Cela ressemblait à un trépillement rythmique que le silence de la nuit rendait plus sonore. On crut d'abord à un bal de souris, mais le bruit de pas et des sauts sur le parquet était bien fort pour la jambe trotte-menu. La plus brave de nos sœurs se leva, entr'ouvrit la porte, et que vit-elle à la faveur d'un rayon de lune plongeant par le carreau? Zamore debout, ramant dans l'air avec ses pattes de devant et travaillant, comme à la classe de danse, les pas qu'il avait admirés le matin dans la rue. Monsieur étudiait. Ce ne fut pas là, comme on pourrait le croire, une impression fugitive, une fantaisie passagère. Zamore persista dans ses idées chorégraphiques et devint un beau danseur. Toutes les fois qu'il entendait le fifre et le tambourin, il courait sur la place, se glissait entre les jambes des spectateurs et observait avec une attention profonde les chiens savants exécutant leurs exercices, mais gardant le souvenir du coup du fouet, il ne se mêlait plus à leur danse. Il notait leurs pas, leurs poses et leurs grâces, et il les travaillait la nuit dans le silence du cabinet, sans jamais se départir le jour de son austérité d'attitude. Bientôt il ne suffit plus de copier, il inventa, il composa, et nous devons dire que, dans le genre noble, peu de chiens le surpassèrent. Nous allions souvent le voir par la porte entrebâillée. Il mettait un tel feu à ses exercices qu'il lapait chaque nuit la jatte d'eau posée au coin de la chambre. Quand il se crut sûr de lui et l'égal des plus forts danseurs quadrupèdes, il sentit le besoin d'ôter le boisseau de dessus la lumière et de faire connaître le mystère de son talent. La cour de la maison était fermée d'un côté par une grille assez large pour permettre à des chiens d'embonpoint médiocre de s'y introduire aisément. Un matin, 15 ou 20 chiens, de ses amis, fins connaisseurs sans doute à qui Zamora avait envoyé des lettres d'invitation pour son début dans l'art chorégraphique, se trouvaient réunis autour d'un carré de terrain bien uni que l'artiste avait préalablement bayé avec sa queue, et la représentation commença. Les chiens parurent charmés et manifestèrent leur enthousiasme par des wow wow ressemblant fort aux bravos des dilettantes de l'opéra. Sauf un vieux barbet assez crotté et de piteuse mine, un critique sans doute qui aboya quelque chose sur l'oubli des vaines traditions, nous proclamèrent que Zamora était le vestris des chiens et le dieu de la danse. Notre artiste avait exécuté un menuet, un pas de gigue et une valse à 2 temps. Bien des spectateurs bipèdes s'étaient joints aux spectateurs à 4 pattes et Zamora eut l'honneur d'être applaudi par des mains humaines. La danse était si bien passée dans ses habitudes que, quand il faisait la cour à quelques belles, il se tenait debout, faisant des révérences et les pieds en dehors, comme un marquis de l'Ancien Régime,
Il ne lui manquait que le claque-forêt de plumes sort sous le bras. Hors de là, où il était atrabilaire comme un acteur comique et ne se mêlait pas aux mouvements de la maison. Il ne bougeait pas, sauf lorsqu'il voyait son maître prendre sa canne et son chapeau. Zamor mourut d'une fièvre cérébrale, causée sans doute par la surexcitation du travail qu'il s'était donné pour apprendre la Scottish, alors dans toute sa vogue. Sous sa tombe, Zamor peut dire, comme la danseuse grecque dans son épitaphe, Ô terre, sois moins légère, j'ai si peu pesé sur toi. Comment, avec des talents si distingués, Zamora ne fut-il pas engagé dans la troupe de M. Corville? Nous étions déjà un critique assez influent pour lui négocier cette affaire. Mais Zamor ne voulait pas quitter son maître, et il sacrifia son amour-propre à son affection, dévouement qu'il ne faut pas chercher chez les hommes. Le danseur fut remplacé par un chanteur nommé Kobold King Charles, de la plus pure race, venant du célèbre chenil de Lord Rouder. Rien de plus chimérique que cette petite bête, à l'énorme front bombé, aux gros yeux saillants, au museau cassé à la racine, aux longues oreilles traînant jusqu'à terre. Transporté en France, Kobold, qui ne savait que l'anglais, parut comme hébété. Il ne comprenait pas les ordres qu'on lui donnait. Dressé avec les go on et les come here, il restait immobile au viens et va-t'en français. Il fallut 1 an pour apprendre la langue du nouveau pays où il se trouvait et pouvoir prendre part à la conversation. Commode était très sensible à la musique et chantait lui-même de petites chansons avec un fort accent anglais. On lui donnait le la au piano, et il prenait le ton juste et modulait avec un soupir flûté des phrases vraiment musicales et n'ayant aucun rapport avec l'aboi ou le jappement. Quand on voulait le faire recommencer, il suffisait de lui dire Sing a little more, et il reprenait sa cadence. Nourri le plus délicatement du monde, avec tout le soin qu'on devait naturellement prendre d'un ténor et d'un gentleman de cette distinction, Kobold avait un goût bizarre. Il mangeait de la terre, comme un sauvage de l'Amérique du Sud. On ne put lui faire perdre cette habitude que lui causa une obstruction dont il mourut. Il avait le goût des grooms, des chevaux, de l'écurie, et nos poneys n'eurent pas de camarades plus assidus que lui. Il passait son temps entre la boxe et le piano. De Kobold, King Charles, on passe à Mirza, petite bichonne de la Havane qui eut l'honneur d'appartenir quelque temps à la Giulia Grisi, qui nous la donna. Elle est blanche comme la neige, surtout quand elle sort de son bain et n'a pas encore eu le temps de se rouler dans la poussière, manie que certains chiens partagent avec les oiseaux pulvérisateurs. Oh, c'est une bête d'une extrême douceur, très caressante, et qui n'a pas plus de fiel qu'une colombe. Rien de plus drôle que sa mine ébouriffée et son masque composé de 2 yeux, pareil à des petits clous de fauteuil, et son petit nez qu'on prendrait pour une truffe du Piémont. Des mèches frisées, comme les peaux d'astracan, volage sur ce museau avec des hasards pittoresques, lui bouchant tantôt un œil, tantôt l'autre, ce qui lui donne la physionomie la plus hétéroclite du monde, en la faisant loucher comme un caméléon. Chez Mirza, la nature imite l'artificiel dans une telle perfection que la petite bête semble sortir de la devanture d'un marchand de joujoux. À la voir avec son ruban bleu et son grelot d'argent, son poil régulièrement frisé, on dirait un chien de carton, et quand elle aboie, on cherche s'il n'a pas un soufflet sous les pattes. Mirza, qui passe les 3/4 de son temps à dormir, dont, si on l'empaillait, la vie ne serait pas changée,
et qui ne semble pas très spirituel dans le commerce ordinaire, a cependant donné un jour une preuve d'intelligence telle que nous n'en connaissons pas d'autre exemple. Bonnegrâce, l'auteur des portraits de Tchoumarkov et de M. E. H., si remarqués aux expositions, nous avait apporté, pour en avoir notre avis, un de ces portraits peints à la manière de Pagnest, dont la couleur est si vraie et le relief si puissant. Quoique nous ayons vécu dans la plus profonde intimité avec les bêtes, et que nous puissions citer 100 traits ingénieux, rationnels, philosophiques, de chats, de chiens, d'oiseaux, nous devons avouer que le sens de l'art manque totalement aux animaux. Nous n'avons jamais vu aucun s'apercevoir d'un tableau, et l'anecdote sur les oiseaux becquetant les raisins, peint par Zeuxis, nous paraissait controuvée. Ce qui distingue l'homme de la brute, c'est précisément le sens de l'art et de l'ornement. Aucun chien ne regarde une peinture et ne se met de boucles d'oreilles. Eh bien, Mirza, à la vue du portrait dressé contre le mur par Bonnegrâce, s'élança du tabouret sur lequel elle était roulée en boule, s'approcha de la toile et se mit à aboyer avec fureur, essayant de mordre cet inconnu qui s'était ainsi introduit dans la chambre. Sa surprise parut extrême lorsqu'elle fut forcée de reconnaître qu'elle n'avait affaire à une surface plane, et que ses dents ne pouvaient saisir et que ce n'était là qu'une trompeuse apparence. Elle flaira la peinture, essaya de passer derrière le cadre, nous regarda tous deux avec une interrogation étonnée, et retourna à sa place où elle se rendormit dédaigneusement, ne s'occupant plus de ce monsieur peint. Les traits de Marza ne sont pas perdus pour la postérité. Il existe d'elle-même un beau portrait de M. Victor Madaras, artiste hongrois. Terminons par l'histoire de Dash. Un jour, un marchand de verre cassé passa devant notre porte, demandant des morceaux de vitre et des tessons de bouteilles. Il avait dans sa voiture un jeune chien de 3 ou 4 mois qu'on avait chargé d'aller noyer, ce qui faisait de la peine à ce brave homme, que l'animal regardait d'un air tendre et suppliant, comme s'il eût compris de quoi il s'agissait. La cause de l'arrêt sévère porte contre la pauvre bête était qu'il avait une patte de devant brisée. Une pitié s'émit dans notre cœur, et nous prîmes le condamner à mort. Un vétérinaire fut appelé. On entoura la patte de Dash, d'attelles et de bandes, mais il fut impossible de l'empêcher de ronger l'appareil, et il ne guérit pas sa patte dont les os ne s'étaient pas rejoints. Resta flottante comme une manche d'amputé, dont le bras est absent, mais cette infirmité n'empêcha pas Dash d'être gai, alerte et vivace. Il courait encore assez vite sur ses 3 bons membres. C'était un pur chien des rues, un roquet grediné, dont Buffon lui-même eût été fort embarrassé de démêler la race. Il était laid, mais avec une physionomie grimacière, étincelante d'esprit. Il semblait comprendre ce qu'on lui disait, changeant d'expression selon que les mots qu'on lui adressait, sur le même ton, étaient injurieux ou flatteurs. Il roulait les yeux, retroussait les babines, se livrait à des tics nerveux désordonnés, ou riait en montrant des dents blanches, et il arrivait ainsi à de hauts effets comiques dont il avait conscience. Souvent il essayait de parler. La patte posée sur notre genou, il fixait sur nous son regard intense et commençait une série de murmures, de soupirs, de grognements, d'intonations si variées qu'il était difficile de n'y pas voir un langage. Quelquefois, à travers cette conversation, Dash lançait un jappement, un éclat de voix. Alors nous lui jetions un coup d'œil sévère et nous lui disions « Cela c'est aboyer, c'est pas parler. Est-ce que par hasard vous seriez un animal ?»
et Dash, humilié de cette insinuation, reprenait ses vocalises auxquelles il donnait l'expression la plus pathétique. On disait alors que Dash racontait ses malheurs. Dash raffolait du sucre. Au dessert, il paraissait à l'instant du café, réclamant de chaque convive un morceau avec une insistance toujours couronnée de succès. Il avait fini par transformer ce don bénévole en impôt régulier qu'il prélevait rigoureusement. Ce roquet, dans un corps de tercite, avait une âme d'Achille. Infirme comme il l'était, il attaquait avec la folie du courage héroïque des chiens 10 fois gros comme lui et se faisait affreusement rouler. Comme Don Quichotte, le brave chevalier de la Manche, il avait des sorties triomphantes et des rentrées piteuses. Hélas, il devait être victime de son courage. Il y a quelques mois, on le rapporta, les reins cassés par un Terre-Neuve, aimable bête qui, le lendemain, brisa l'échine à une levrette. La mort de Dash fut suivie de toutes sortes de catastrophes. La maîtresse de la maison où il avait reçu le coup qui termina son existence fut quelques jours après brûlée vive dans son lit, et son mari eut le même sort en voulant la sauver. C'était coïncidence fatale et non expiation, car c'étaient les meilleurs gens du monde, aimant les animaux comme des brames, et purs du trépas malheureux de notre pauvre Dash. Oh, nous avons bien un autre chien qui s'appelle Nero, mais il est trop récent encore pour avoir une histoire. Dans le prochain chapitre, nous ferons la chronique des caméléons, des lézards, des pies et autres bestioles qui ont vécu dans notre ménagerie intime. Nota bene, hélas, Nero est mort, empoisonné tout récemment, comme s'il avait soupé chez les Borgia, et l'épitaphe s'inscrit au premier chapitre de la vie. Chapitre 5. Caméléon, lézard et pie. Nous étions à Puerto de Santa Maria, dans la baie de Cadiz, un petit village qui semble taillé dans des pins de blanc d'Espagne, entre l'indigo de la mer et le lapis-lazuli du ciel. Il était midi et ce jour-là il faisait si chaud que le soleil paraissait s'amuser à verser des cuillerées de plomb fondu sur la tête des voyageurs, comme la garnison d'une forteresse de l'huile bouillante et de la poix par les baies des moucharabis sur les casques des assiégeants. Ce petit port si pittoresque est illustré par la chanson célèbre en patois andalou de Murillo Bravo, Los Toros de Puerto, où le batelier galant dit à la señora qui s'embarque « Lieve usted la patita ?» et nous en fredonnions le refrain d'une voix aussi fausse en espagnol qu'en français, tout en suivant la ligne bleue, étroite comme une lisière de champs que l'ombre tirait au pied des murs. Il y avait marché et c'était sur la place un étalage de denrées exotiques et violentes, d'une furie de couleurs à ravir Ziem. Des guirlandes de piments écarlates se balançaient au-dessus de pastèques d'un vert pralin, dont quelques-unes, éventrées, laissaient voir leur pulpe rose tigrée de points noirs comme un coquillage de la mer du Sud. Des grappes de raisin à gros grains d'ambre, rappelant les chapelets turcs pour la blonde transparence, contrastaient avec des raisins bleus ou couleur d'améthyste à reflets de pourpre. Les garbanzos arrondissaient dans les couffas de sparterie leurs globules d'or pâle, et les grenades, crevant leur écorce, montraient leur écrin de rubis. Les marchandes, avec leurs fichus rouges ou jonquilles, leurs jupes de soie noire, les pieds nus dans des chaussons de satin, et quels pieds, grands à peine comme des biscuits à la cuillère, leur éventail de papier contre l'oreille, en guise de parasol, se tenaient fièrement campés près de leurs légumes,
babillant avec la gracieuse volubilité andalouse. Des barros passaient appuyés sur la fourchette de leur bâton blanc, la veste à l'épaule, la farra de soie venant de Gibraltar, sanglée sur le gilet depuis les hanches jusqu'à l'aisselle, la culotte de tricot ouverte aux genoux, et les bottes en cuir de ronda déboutonnées de la cheville au jarret, ce qui est le suprême du genre, et lançant des œillades et serrant entre leur pouce et leur index leur cigarette de papel de Alcoy. C'était un de ces effets d'aveuglante lumière méridionale qui ferait taxer de fausseté le peintre qui les rendrait dans leur vérité crue. Contre cette averse de feu, nous allâmes chercher refuge dans le patio de l'hôtel de Los Tres Reyes Moros. Un patio, comme on sait, une cour intérieure entourée d'arcades, rappelant tout à fait, pour la disposition, l'impluvium antique. On la couvre à hauteur du toit d'un vélarium nommé tendido, fait d'une toile rayée de couleurs vives et qu'on arrose pour plus de fraîcheur. Au milieu du patio, dans une vasque de marbre, grésille le mince filet d'un jet d'eau retombant en pluie fine sur les caisses de myrte, de grenadier, de laurier rose, rangées autour du bassin. Sous les arcades sont disséminés des canapés de crin, des chaises de jonc. Des guitares accrochées au mur font briller dans l'ombre leurs ventres luisants, illuminés de quelques vagues reflets près du disque tanné des panderos. On retrouve ces spatiaux dans les maisons mauresques de l'Algérie, et rien ne saurait être mieux imaginé contre la chaleur. L'usage en vint des Arabes aux Espagnols, et dans beaucoup de logis on voit encore aux chapiteaux des colonnettes les versets du Coran glorifiant Allah ou quelque calife dès longtemps rejeté en Afrique. Après avoir vidé une alcarazza d'eau fraîche, nous nous retirâmes pour faire un bout de sieste dans une des chambres qui s'ouvre sur le patio. Avant de se fermer, nos yeux errant au plafond de cette salle basse, lequel, comme tous les plafonds espagnols, était blanchi à la chaux et orné à son centre d'une rosace composée de quartiers rouges, noirs et jaunes, comme les côtes d'une balle. Du milieu de cette rosace pendait une ficelle ou un cordon, sans doute l'attache d'une lampe, mais le long de cette ficelle se mouvait constamment un objet que nous avions de la peine à définir. Nous ajustâmes notre lorgnon sous notre arcade sourcilière, et nous vîmes que ce qui montait avec tant de peine après le cordon du plafond était une espèce de lézard d'un jaune grisâtre et d'une configuration assez monstrueuse, rappelant en petit les formes des grands sauriens disparus de l'époque antédiluvienne. La fille d'auberge consultée, Pepa Lola Casilda, nous ne savons plus le nom bien au juste, mais soyez sûr que la fille était charmante, nous dit que c'était un caméléon. Lola, prenant en pitié notre ignorance et voulant mettre en relief son savoir zoologique, nous dit d'un petit air capable ces bêtes changent de couleur selon l'endroit où elles se trouvent, et elles vivent d'air. Se mantienen de aire. Pendant ce court entretien, les caméléons, où il y en avait deux, continuaient leur ascension le long de la ficelle. On ne saurait rien imaginer de plus comique. Le caméléon, il faut l'avouer, n'est pas beau. Et quoique la nature, dit-on, fasse bien tout ce qu'elle fait, en s'appliquant un peu, il nous semble qu'elle eût aisément pu produire un animal plus joli. Mais, comme tous les grands artistes, la nature a ses fantaisies, et elle s'amuse parfois à modeler des grotesques. Les yeux du caméléon, presque entièrement sortis de la tête comme ceux du crapaud, sont ajustés dans des espèces de capsules extérieures,
et jouissent d'une complète indépendance de mouvement. L'un regarde à gauche tandis que l'autre regarde à droite. Une prunelle se dirige vers le plafond, l'autre vers le plancher, avec une variété de strabismes qui donnent à l'animal les physionomies les plus étranges. Une poche en manière de goitre s'étend sous la mâchoire et prête à la pauvre bête un air de satisfaction orgueilleuse et de rengorgement stupide dont elle est bien innocente. Ses pattes, gauchement coudées, font des saillies anguleuses au-dessus de la ligne dorsale et se meuvent avec des efforts disgracieux et détraqués. Un des caméléons était arrivé tout au haut de la corde, au centre de la rosace, et tâtait le plafond d'une de ses pattes de devant pour voir s'il offrait quelque possibilité d'adhérence et partant quelque moyen de fuite. En faisant cet essai, recommandé pour la 100e fois peut-être, il louchait d'une façon désespérée et touchante, demandant aide à la terre et au ciel. Puis, voyant qu'il n'avait nulle issue de ce côté, il se mit à descendre d'un air triste, piteux, résigné, emblème du travail inutile. Sisyphe de la fatigue perdue, à mi-chemin, les deux bêtes se rencontrèrent, se lancèrent des œillades amicales, peut-être, mais effroyables par leur divergence, et ce fut pendant quelques minutes une sorte de nodosité hideuse sur la ligne perpendiculaire de la ficelle. Le groupe se débrouilla après les contorsions les plus bouffonnes, et chaque caméléon continua sa route. Celui qui descendait, parvenu au bout de son fil de suspension, allongea une patte de derrière, sondant le vide avec précaution, et ne trouvant aucun point d'appui, la ramena d'un mouvement découragé, dont il faut renoncer à peindre la navrante et burlesque mélancolie. Et par un de ces rapprochements d'idées, dont la liaison n'est pas apparente, mais que l'esprit conçoit sans l'exprimer, ces caméléons nous firent songer à une des plus sinistres aquiteintes de Goya, représentant des spectres essayant de soulever avec leurs faibles bras d'ombre de lourdes pierres tombales qui se referment sur eux en les écrasant. Lutte sans proportion de la faiblesse contre la destinée. Pour délivrer ces pauvres animaux de leur supplice, nous les achetâmes un douloureux pièces, et commodément installés dans une cage assez vaste, ils furent dispensés désormais de ces exercices acrobatiques qui semblaient leur déplaire beaucoup. Quant à la question de leur nourriture, quelque confiance que nous ayons dans la frugalité méridionale, ces repas d'air nous paraissaient à juste titre insuffisants. Si un amoureux espagnol déjeune d'un verre d'eau, dîne d'une cigarette et soupe d'un air de mandoline, comme le valeureux d'Ausanche, les caméléons n'ont pas de ces délicatesses, et ils mangent des mouches qu'ils attrapent d'une façon singulière, en dardant du fond de leur gorge une longue lance couverte d'une bave visqueuse qui colle les ailes de l'insecte et en se retirant les ramène dans le gosier. Les caméléons changent-ils véritablement de couleur selon le milieu où ils se trouvent? Non pas dans le sens absolu du mot, mais leur peau, semée de grains à facettes, voit plus facilement les reflets des couleurs environnantes qu'un autre corps. Placés près d'un objet jaune, rouge ou vert, les caméléons semblent se pénétrer de cette teinte. Mais ce n'est pas après tout qu'un effet de réfraction. Un métal poli se colorerait de même. Il n'y a pas imbibition réelle. En son état naturel, le caméléon est d'un gris jaunâtre ou verdâtre. Cependant, on peut dire, quand on a un peu l'amour du merveilleux, qu'il change de nuance à volonté, ce qui en fait un emblème de versatilité politique, quoique nous osions prendre sur nous de dire qu'après de minutieuses observations longtemps prolongées, le caméléon nous est paru d'une complète indifférence en matière de gouvernement.
Nous voulions ramener nos caméléons en France, mais la saison s'avançait, et à mesure que nous remontions du Midi vers le nord en suivant cette côte, pourtant bien chauffée encore aux rayons du soleil, qui s'étend de Tarifa à Port-Vendre en passant par Gibraltar, Malaga, Alicante, Almeria, Valence et Barcelone, les pauvres bêtes dépérissaient à vue d'œil. Leurs yeux, détachés par la maigreur, leur jaillissement est de plus en plus de la tête. Ils louchaient chaque jour davantage, et sous leur peau vague et flasque, leurs petits squelettes se dessinaient de station en station plus visibles. C'était vraiment un spectacle attendrissant que ces lézards poitrinaires, se traînant d'un air macabre et n'ayant plus la force d'allonger leur langue gluante vers les mouches que nous allions leur chercher à la cuisine du navire. Ils moururent à quelques jours l'un de l'autre, et le bleu Méditerranée fut leur tombeau. Des caméléons aux lézards, la transition est facile. Notre plus jeune fille reçut en cadeau un lézard pris à Fontainebleau, qui s'attacha fort à elle. Jacques était du plus beau vert véronèse qu'on puisse imaginer. Il avait l'œil vif, les écailles imbriquées avec une régularité parfaite et des mouvements d'une agilité sans pareille. Jamais il ne quittait sa maîtresse et il se tenait habituellement caché dans une torsade de cheveux près de son peigne. Niché ainsi, il allait avec elle au spectacle, à la promenade, en soirée, ne trahissant jamais sa présence. Seulement, quand la jeune fille jouait du piano, il quittait son poste, lui descendait sur les épaules, s'avançait le long des bras, plutôt vers la main droite, qui fait le chant, que vers la main gauche, qui fait l'accompagnement, témoignant ainsi de sa préférence pour la mélodie au détriment de l'harmonie. Jacques habitait une boîte de verre garnie de mousse qui avait autrefois contenu des cigares russes de la maison Elisaïev. Le mur de sa vie privée était donc bien transparent. Sa nourriture consistait en gouttes de lait qu'il venait lécher au bout du doigt de sa maîtresse. Il se laissait mourir de faim et de chagrin pendant une absence de la bonne jeune fille qui n'avait osé l'emporter en voyage vu la rigueur de la saison. Le moineau Babylas ne fit que passer. Un coup de griffe sous l'aile termina son destin, et il eut pour cercueil une boîte à dominos. Reste à décrire Margot, la pie, commère, spirituelle et bavarde, digne de manger du fromage blanc dans une cage d'osier à la fenêtre d'un concierge. Nous eûmes beau lui donner des répétiteurs pour les langues mortes, on ne put jamais lui faire prononcer correctement le bonjour latin des pies pompéiennes. Elle ne disait pas Ave, mais elle disait autre chose. C'était un oiseau facétieux et bouffon qui jouait à cache-cache avec les enfants, dansait la pyrrhique, attaquait résolument les chats et courait après eux pour leur pincer la queue par derrière, malice dont elle semblait rire aux éclats. Elle était voleuse comme la Gazza-Daladra elle-même, et capable de faire pendre 10 servantes de Palaiseau sur de faux soupçons. En un clin d'œil, elle dévalisait une table de fourchettes, de cuillères, de couteaux. Elle prenait l'argent, les ciseaux, les dés, tout ce qui brillait, et, partant d'un vol brusque, elle portait cela à sa cachette. Comme on connaissait l'endroit où elle allait déposer ses vols, on la laissait faire. Mais un jour elle fut tuée par des domestiques d'une maison voisine qui l'accusèrent d'avoir volé une paire de draps toute neuve. Cela ressemblait un peu au petit chat du moyen de parvenir, qui avait mangé les 4 livres de beurre et qui pesait 3-4 ronds. Les maîtres n'en crurent pas un mot et mirent ces drôles à la porte. Mais dame Margot n'en eut pas moins le corps tordu. Elle fut regrettée de tout le voisinage, qu'elle égayait de sa bonne humeur et de ses lazzi. Chapitre 6. Chevaux.
En voyant ce titre, qu'on ne se hâte pas de nous accuser de dandysme. Chevaux. Ce mot sonne bien glorieusement sous la plume d'un littérateur. Musa pedestris, la muse va à pied, dit Horace, et tout le Parnasse n'a qu'un cheval dans son écurie, Pégase. Encore, est-ce un quadrupède qui a des ailes et n'est pas du tout commode à atteler, s'il faut en croire la ballade de Schiller. Nous ne sommes pas un sportsman, hélas, et nous le regrettons fort, car nous aimons les chevaux comme si nous avions 500 000 livres de rente, et nous partageons l'avis des Arabes sur les piétons. Le cheval est le piédestal naturel de l'homme, et l'être complet est le centaure, si ingénieusement inventé par la mythologie. Cependant, quoique nous ne soyons qu'un simple lettré, nous avons eu des chevaux. Vers 1843 ou 1844, il se rencontra dans le sable du journalisme, passé à l'écuelle de bois du feuilleton, assez de paillettes d'or pour espérer pouvoir nourrir en dehors des chats, des chiens et des pies, deux autres bêtes un peu plus grosses. Nous eûmes d'abord deux ponies de Shetland, grands comme des chiens, velus comme des ours, qui n'étaient que crinière et queue, et vous regardaient si amicalement à travers leurs longues mèches noires qu'on avait plutôt envie de les faire entrer au salon que de les envoyer à la curie. Ils venaient prendre le sucre dans les poches, comme des chevaux savants. Mais ils étaient décidément trop petits. Ils eussent pu servir de chevaux de selle à des babys anglais de 8 ans, ou de carrossiers à Tom Pouce. Mais déjà nous jouissions de cette structure athlétique et capitonnée d'assez embonpoint qui nous caractérise et nous a permis de supporter, sans trop ployer sous le fait, 40 ans de copies consécutives, et la différence entre le maître et les bêtes était vraiment trop grande à l'œil, quoique les ponies noirs enlevassent d'un trop fort allègre le léger phaéton auquel les attachaient des harnais mignons en cuir fauve qui semblaient achetés chez le marchand Joujou. Il n'y avait pas alors autant de journaux à illustration comique qu'aujourd'hui, mais il en existait cependant assez pour faire notre caricature et celle de notre attelage. Il est bien entendu qu'avec l'exagération permise à la charge, on nous prêtait des formes d'éléphants comme à Ganesa, le dieu indien de la sagesse, et qu'on réduisait nos ponies à l'état de toutous, de rats et de souris. Il est vrai que, sans trop d'efforts, nous eussions pu supporter nos petites bêtes, une sous chaque bras et notre voiture sous le dos. Un moment nous pensâmes en atteler 4, mais ce four in hand lilliputien eût attiré encore davantage l'attention. Nous les remplaçâmes donc, à notre grand regret, car nous les avions déjà pris en amitié, par deux ponies gris promalés d'une taille plus forte, à cou robuste, à large poitrail, d'encolure ramassée, bien loin sans doute d'être des Mecklembourgeois, mais plus visiblement capables de nous traîner. C'étaient deux juments, l'une s'appelait Jen et l'autre Betsy. En revanche, elles se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, et jamais attelage ne fut mieux appareillé pour les yeux, mais autant Jen avait du courage, autant Betsy était paresseuse. Tandis que l'une tirait à plein collier, l'autre se contentait d'accompagner, se ménageant et ne se donnant aucun mal. Ces deux bêtes, de même race, de même âge, destinées à vivre boxe à boxe, avaient l'une contre l'autre la plus vive antipathie. Elles ne pouvaient se souffrir, se battaient à l'écurie et se mordaient en se cabrant dans leurs traits. On ne put les réconcilier. C'était dommage, car avec leurs crinières droites et coupées en brosse, comme celles des chevaux du Parthénon, leurs narines frémissantes et leurs yeux dilatés de colère, elles avaient, en descendant et en montant les Champs-Élysées, une mine assez triomphante.
Il fallut chercher une remplaçante à Betsy, et l'on amena une petite jument d'une robe un peu plus claire, car on n'avait pas pu assortir la nuance absolument juste. Jane agréa tout de suite la nouvelle venue, et parut charmée de cette compagne, à laquelle elle fit les honneurs de l'écurie avec beaucoup de grâce. La plus tendre amitié ne tarda pas à s'établir entre elles. Jane posait la tête sur le col de la Blanche, qu'on avait surnommé ainsi parce que le gris de son poil tirait sur le blanc, et quand on les laissait libres dans la cour après le passage, elles jouaient ensemble comme des chiens ou des enfants. Si l'une sortait, l'autre qui restait à la maison semblait triste, donnait des signes d'ennui, et lorsque du plus loin elle entendait sonner sur le pavé les pas de sa camarade, elle poussait comme une fanfare un hennissement de joie auquel l'ami, en approchant, ne manquait pas de répondre. Elle se présentait en harnais avec une docilité étonnante, et allait se ranger d'elle-même près du timon à la place assignée. Comme tous les animaux qu'on aime et qu'on traite bien, Jane et la Blanche devinrent bientôt de la familiarité la plus confiante. Elle nous suivait sans laisse, comme le chien le mieux dressé, et quand nous nous arrêtions, mettait pour se faire caresser le museau sur notre épaule. Jane aimait le pain, la Blanche le sucre, toutes deux à la folie les écorces de melon, et pour ces friandises, il n'est pas de tour qu'on en eût obtenu. Si l'homme n'était pas odieusement féroce et brutal, comme il l'est trop souvent envers les bêtes, comme elle se rallierait de bon cœur à lui. Cet être qui pense, parle et fait des actions dont le sens leur échappe, occupe leurs pensées obscures. C'est pour elle un étonnement et un mystère. Souvent elle vous regarde avec des yeux pleins d'interrogations auxquelles on ne peut répondre, car on n'a pas encore trouvé la clé de leur langage. Elles ont un pourtant qui leur sert à échanger au moyen de quelques intonations que nous n'avons pas notées, des idées très sommaires, sans doute, mais enfin des idées, telles que peuvent les concevoir des animaux dans leur sphère de sentiments et d'action. Moins stupides que nous, les bêtes parviennent à comprendre quelques mots de notre idiome, mais pas en assez grand nombre pour causer avec nous. Ces mots se rapportent d'ailleurs à ce que nous exigeons d'elles, et l'entretien serait court. Mais que les animaux se parlent, cela est indubitable, pour quiconque a vécu un peu familièrement avec des chiens ou chats, des chevaux ou toute autre bête. Par exemple, Jane était naturellement intrépide, ne reculait devant aucun obstacle, ne s'effrayait de rien. Après quelques mois de cohabitation avec la Blanche, elle changea de caractère et manifesta quelquefois des peurs soudaines et inexplicables. Sa compagne, beaucoup moins brave, lui racontait la nuit des histoires de revenants. Souvent, en traversant aux heures sombres le bois de Boulogne, la Blanche s'arrêtait brusquement ou faisait un écart, comme si un fantôme invisible pour nous se dressait devant elle. Tous ses membres tremblaient, sa respiration devenait bruyante, son corps se couvrait instantanément de sueur, elle s'acculait sur ses jarrets, survoulait avec le fouet la déterminer à se porter en avant. L'effort de Jane, si vigoureuse pourtant, ne pouvait l'entraîner. Il fallait descendre, lui couvrir les yeux et la conduire à la main pendant quelques pas, jusqu'à ce que la vision fût évanouie. Jane finit par se laisser gagner à cette erreur, dont la Blanche, rentrée à l'écurie, lui révélait sans doute les motifs. Et nous-mêmes, avouons-le franchement, lorsqu'au milieu d'une allée déchiquetée de clair et d'ombre par la lueur fantastique de la lune, la Blanche, s'arc-boutant soudain sur ses quatre pieds, comme si un spectre lui eût sauté à la bride, refusait de passer outre avec une obstination invincible,
elle si docile d'ordinaire, qu'il suffit du fouet de la reine Mab, fait d'un os de grillon ayant pour corde un fil de la Vierge, pour lui faire prendre le galop, nous ne pouvions nous empêcher de sentir un léger frisson nous courir sur le dos, et de fouiller l'ombre d'un regard assez inquiet, trouvant parfois l'air spectral d'un caprice de Goya à d'innocentes silhouettes de bouleaux et de hêtres. Notre plaisir était de conduire nous-mêmes ces charmantes bêtes, et la plus intime intelligence ne tarda pas à s'établir entre nous. Si nous tenions les guides en main, c'était par contenance pure. Le plus léger clappement de langue suffisait à les diriger, à leur faire prendre la droite ou la gauche, à leur faire accélérer le pas, à les arrêter. Bientôt elles connurent toutes nos habitudes. Elles allaient d'elles-mêmes au journal, à l'imprimerie, chez les éditeurs, au bois de Boulogne, dans les maisons où nous dînions un certain jour de la semaine, avec tant d'exactitude qu'elles finissaient par être compromettantes. Elles auraient donné des adresses de nos visites les plus mystérieuses. Et quand il nous arrivait d'oublier l'heure dans quelque conversation intéressante ou tendre, elles nous le rappelaient en hennissant et en frappant du pied devant le balcon. Malgré le plaisir de courir la ville en phaéton avec nos petites amies, nous ne pouvions nous empêcher de trouver parfois la bisaigre et la pluie froide, qu'envers ces mois si bien caractérisés sur le calendrier républicain, brumaires, frimaires, pluvioses, ventoses et nivoses. Et nous achetâmes un petit coupé bleu doublé de crêpes blancs, que l'on compara à l'équipage du nain célèbre à cette époque, injure qui nous fut peu sensible. Un coupé brun, capitonné de grenat, succéda au coupé bleu et fut lui-même remplacé par un coupé œil de corbeau, tapissé de bleu foncé. Car nous roulâmes carrosse, nous pauvres feuilletonistes, n'ayant aucune rente sur le grand livre et n'ayant pas fait le moindre héritage, pendant 5 ou 6 ans. Et nos ponies, pour se nourrir de littérature, avoir des substantifs pour avoine, des adjectifs pour foin et des adverbes pour paille, n'en étaient pas moins gras et rebondis. Mais hélas, vint on ne sait trop pourquoi, la Révolution de février. Beaucoup de pavés furent déplacés dans un but patriotique, et la ville devint peu praticable pour les chevaux et les voitures. Oh, nous aurions bien escaladé les barricades avec nos agiles ponies et leur léger équipage, mais nous n'avions plus crédit que chez le rôtisseur. Nous pouvions nourrir nos chevaux avec des poulets rôtis. L'horizon était assombri de gros nuages noirs, traversés de lueurs rouges. L'argent avait peur et se cachait. La presse où nous écrivions était suspendue. Et nous fûmes bien heureux de trouver quelqu'un qui voulut acheter bête, harnais, voiture, pour le quart de ce qu'il valait. Ce fut pour nous un amer chagrin, et nous ne jurerions pas que quelques larmes n'avaient roulé de nos yeux sur les crinières de Jane et la Blanche lorsqu'on les emmena. Parfois, elles passaient avec leur nouveau propriétaire devant leur ancienne maison. Nous entendions de loin résonner leurs pas vifs et rapides. Et toujours un brusque arrêt sous nos fenêtres nous témoignait qu'elles n'avaient pas oublié le logis où elles avaient été si aimées et si bien soignées. Et un soupir s'exhalait de notre poitrine émue et sympathique, et nous disions « Pauvre Jeanne, pauvre Blanche, sont-elles heureuses ?» Dans l'écroulement de notre mince fortune, c'est la seule perte qui nous ait été sensible.